Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Au programme de cette semaine, un sujet grave, les politiques veulent-ils achever nos personnes âgées ? Les maisons de retraite sont à l'agonie. Mardi 30 janvier, une grève nationale se lançait pour protester contre la situation actuelle dans les EHPAD, les établissements hospitaliers pour personnes âgées dépendantes. Avec 730 000 personnes âgées réparties dans près de 7 500 EHPAD et des résidents de plus en plus vieux et donc de plus en plus dépendants, la situation est grave. Pourtant, les pouvoirs politiques ne semblent pas se saisir de ce problème civilisationnel autrement qu'avec de petites perfusions de ci de là. Pourquoi avons-nous abandonné nos aînés ? Quels sont les problèmes rencontrés par les professionnels de santé ? Quelles conséquences pour les personnes âgées ? C'est à toutes ces questions que nous allons tenter de répondre avec Nicole Delépine. Bonjour Nicole, merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Alors pour commencer, les téléspectateurs de TV Liberté vous connaissent. Vous avez animé à mes côtés l'émission de santé Oxygène. Vous avez publié de nombreux ouvrages qu'on voit apparaître à l'écran. Mais vous avez aussi une expertise toute particulière sur les maisons de retraite, les EHPAD. Ça fait quand même plusieurs années que j'ai été frappée lors de conférences en particulier ou en fin de conférence on discute avec les personnes qui ont assisté, dont un certain nombre de personnels hospitaliers ont essayé de me sensibiliser en me disant qu'il faut faire quelque chose, écrire un livre là-dessus, etc. Donc c'est toujours un projet que je n'ai pas terminé parce qu'effectivement c'est quand même très spécialisé. Mais la souffrance des aides-soignants, je me souviens une fois à Lons-le-Saunier, il y en a une qui me dit, moi je rentre à 2h du matin en fonction de ses horaires tous les soirs, et tous les soirs je pleure dans ma voiture. Et on devait être en 2012-2013. C'est pas nouveau quand j'entends des gens dire « Ah, pourquoi ils n'en ont pas parlé avant ?» Ça fait quand même des années. Il y a des grèves perlées partout. Il y en a et ça fait qui font 92 jours de grève, etc. Non, c'est un drame et pour les patients et pour les personnels, parce que les personnels qui travaillent auprès des personnes âgées sont quand même souvent des gens extrêmement motivés et qui ont honte, entre guillemets, de ce qu'ils sont forcés de faire, c'est-à-dire ou ne pas faire, c'est-à-dire ils n'ont plus le temps de discuter avec les patients, ils n'ont pas le temps de les laver, une douche par semaine c'est bien quand il y a assez de personnel, mais souvent c'est plutôt une toutes les 2 semaines, ils n'ont pas le temps de les laver suffisamment, c'est toujours la petite toilette au gant très vite fait, pas le temps de parler avec eux, ce qui est quand même quelque chose de fondamental, parce que qu'est-ce que c'est la vie si on est juste un objet qu'on vient laver avec un gant ? Et puis les repas, évidemment, ils ont honte des repas qu'ils leur donnent, parce que bon, les repas d'abord sont de mauvaise qualité, insipides, etc. Mais en plus, il faut tout mélanger, parce que de toute façon, les cadres leur disent pour aller vite, de toute façon, ça finira dans le même trou. Alors mettez tout ensemble, les médicaments mélangés aussi, ce qui sont évidemment tenir compte de l'incompatibilité de certains médicaments et avec les aliments et avec entre les différents médicaments. Donc c'est une situation absolument insupportable et ça m'a frappée parce que c'est vraiment récurrent à chaque fois. Je vais pour parler de cancer, je vais pour parler de réforme de la santé, etc. Et puis ça se termine toujours avec mais en gériatrie, aussi bien en gériatrie que dans les EHPAD. C'est absolument tragique. Et j'avais aussi rencontré une jeune femme qui travaillait elle dans le sud de la France, et qui était cadre administratif et qui avait fini par démissionner ou être démissionnée parce qu'elle n'acceptait pas les injonctions. Alors elle, c'était dans le privé, mais bon, c'est pareil dans les deux. Ouais, on va revenir sur ce point plus tard. Mais donc, elle n'acceptait pas les injonctions de sa direction de réduire le nombre de personnel, de réduire le nombre de couches qu'on donne, parce que quand même, quand on pense que les personnes âgées dorment souvent dans leurs excréments, c'est insupportable. Comme dit l'autre, le patient âgé dort dans ses excréments, et il le dit moins poliment, et l'actionnaire vit dans des draps de soie. C'est ça qui est absolument insupportable. C'est pour ça que vraiment c'est un sujet majeur. On va regarder justement un extrait du reportage sur la manifestation qui a eu lieu à Paris, donc le 30 janvier. Le personnel est épuisé, donc ce qui fait qu'ils se mettent facilement en arrêt, mais on n'a pas de remplacement, ce qui fait que le personnel, ils sont amenés à travailler pour 2 fois, 3 fois plus de personnes, avec 3 fois plus de résidents. Chez nous, on a constaté une diminution du personnel depuis 2011. Je crois qu'on est passé de 27 à 23 infirmières pour notre EHPAD, l'EHPAD en question. Donc ça veut dire qu'il y a une diminution quand même. Une diminution alors que justement dès le départ on avait commencé à dire qu'il n'y avait pas assez de personnel. Dans les EHPAD ça fait des mois et des mois qu'il y a des grèves locales et c'est bien qu'aujourd'hui ce mouvement, établissement par
établissement ils puissent converger. En plus, dans l'unité syndicale, c'est quand même une bonne chose quand les syndicats se mettent ensemble pour se mobiliser, ça donne confiance. Alors en 2012, Nicole, François Hollande avait lancé le plan santé grand âge. Le but était évidemment d'augmenter le nombre de soignants par rapport aux patients. On devait atteindre le nombre de 0,65, soit un peu plus de 6 soignants pour 10 patients. Au final, aujourd'hui, on est toujours à environ 0,57. Dans les pays du Nord, souvent c'est 1 pour 1. Finalement, le problème fondamental de tout cela, c'est les sous-effectifs. Entre autres. Ah ben tout à fait, il est absolument aberrant qu'il y ait 6 soignants pour 10 patients, pour 10 pensionnaires, alors qu'effectivement, partout en Suède, enfin dans tous les pays du Nord en particulier, ils arrivent à 1 pour 1. Et d'ailleurs, le dernier accord qui avait été signé avec le gouvernement il y a quelques mois, c'était un salarié pour un pensionnaire. On précise juste parce que les gens imaginent que ça veut dire qu'il y a tout le temps, dès qu'il y a un pensionnaire, un soignant, mais c'est des équivalents temps plein. C'est déjà, ils sont pas là en permanence. Hein. Il n'y a pas évidemment ce qui serait d'ailleurs pas scandaleux, qu'il y ait un salarié en permanence pour un pensionnaire, mais c'est pas le cas. C'est effectivement l'ensemble des soignants affectés à l'établissement. Et ça, c'est tragique, parce que là, par exemple, on nous dit on va redonner 50 millions, la ministre, dans son grand cœur, donne 50 millions, sauf que 50 millions, et elle dit on va faire 2500 emplois. Mais on a dit qu'il y avait au moins 7000 EHPAD en France, à peu près. Donc si on donne 2500 emplois, ça veut dire qu'on donne un emploi de plus pour 2500... pour un tiers, en gros, des EHPAD. À peine un tiers, alors qu'on est très, très en dessous du minimum vital. Et effectivement, il faut attirer l'attention sur les pensionnaires, mais aussi sur les personnels qui sont complètement épuisés, qui s'arrêtent, qui ne sont pas remplacés, comme dit la dame, et qui sont en état d'épuisement professionnel, avec tout ce que ça conduit comme effet pervers, du genre des suicides, etc. Donc là, effectivement, les gens qui voulaient faire passer une loi sur l'épuisement professionnel, effectivement, c'est une conséquence. Bon, il faut aussi faire passer peut-être des lois qui empêchent qu'on arrive à ça, mais néanmoins, c'est une conséquence évidente dans le milieu médical, que ce soit chez les tout-petits, chez les grands et chez les étudiants. Les étudiants sont complètement désespérés de voir la médecine qu'on va leur proposer, et il y a quand même des suicides d'étudiants, comme moi, j'en ai jamais vu depuis 50 ans, je m'occupe de médecine. Donc, on est dans une situation tragique, et effectivement, on ne comprend pas très bien. On dépense 50 millions, on nous donne 50 millions, là, pour les EHPAD, mais on donne quand même 500 millions pour les vaccins obligatoires, plus les consultations qui vont aller ensemble. Donc c'est bien une question de choix politique. C'est une question de choix politique, et ces 500 millions que vont nous coûter les vaccins obligatoires, si on réfléchit bien, ça compte pas non plus les indemnisations qu'il y aura forcément. Il y a toujours, avec des médicaments, il y a toujours des effets secondaires. Et il y a des indemnisations. Elles ne sont même pas dans les 500 millions dont je vous parle. Donc vous voyez quand même que, curieusement, les vaccins obligatoires sont passés comme ça, une lettre à la poste, alors qu'on n'a pas d'épidémie. Et pour les personnes âgées, on va passer des lois sur l'euthanasie, parce que ça ira plus vite. Alors, j'aimerais revenir sur un autre plan, Nicole, sur un autre point qu'on a déjà un petit peu évoqué. On a beaucoup entendu dans les discours politiques une distinction entre les EHPAD privés et les EHPAD publics. J'ai posé la question au docteur Jérôme Marty, qui est président de l'UFML, qui intervient en tant que généraliste à plusieurs reprises dans les maisons de retraite, aussi bien publiques que privées, et il nous donne son point de vue. Il n'y a aucune différence entre les établissements privés et les établissements publics. Ce n'est pas un problème de secteur public, privé, participant au service public, c'est un problème structurel. On a aujourd'hui une fatigue manifeste des personnels soignants et non soignants d'ailleurs qui travaillent dans ces structures. On a un problème manifeste de manque, de faiblesse du nombre des personnels qu'il faudrait fortement augmenter. Et surtout, on a un fait qui est évident, qui est celui du manque de reconnaissance de ces personnels-là, dû à une non-valorisation de cette filière, qui est la filière de prise en charge, de prise en soin de la gériatrie et de toute la gérontologie. Ça, c'est un problème manifeste, et on voit et on vit tous les jours, quand on est généraliste et qu'on intervient dans ces structures, on voit qu'effectivement les aides-soignantes, les infirmières, les ASH
sont fatigués et sont dans une véritable perte de sens, avec souvent des burn-out, et souvent on doit le constater, à la fois des pleurs et une certaine colère de ne pouvoir pas amener tout le soin qu'elles voudraient amener à ces personnes âgées, pour pouvoir passer plus de temps auprès d'elles. On est dans une espèce de course contre la montre, parce qu'il y a une pression qui est une pression due au nombre de patients et aux besoins en soins, et que face à celle-là, sur le plan économique, les EHPAD, qu'elles soient publiques, qu'elles soient privées, qu'elles soient participants au service public, n'ont pas les finances nécessaires pour employer davantage là où il faudrait employer davantage. Alors pour Jérôme Marty, on l'a compris, hein, public, privé, même combat. Et à ce propos, j'aimerais revenir sur un point quand même pas inintéressant, c'est qu'on voit des publicités qui incitent à investir dans les maisons de retraite. On se rappelle il y a quelques années Zinedine Zidane, le footballeur, qui avait investi et qui le faisait savoir dans les maisons de retraite. C'est quand même un peu cynique. Ben, c'est assez cynique, mais bon, ce qu'il dit est tout à fait vrai. C'est-à-dire que pour une personne âgée, qu'elle soit dans le public ou dans le privé, on a le même résultat, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de personnel, on n'y a pas assez de couches, il y a pas, les repas sont de mauvaise qualité. Dans les privés, des fois on leur donne des pizzas le soir, mais elles ont plus, en oubliant qu'elles n'ont pas plus de dents pour les manger. Enfin bon, c'est l'horreur. Et pourquoi ? Dans le public, évidemment, on a restreint de plus en plus avec les structures fusion entre les hôpitaux, etc. Donc on restreint leur dotation. La Morlaix, je sais pas, ils disaient que les pays de Morlaix, c'était 330 000 € de moins par an de dotation pour les EHPAD du coin parce qu'il faut regrouper avec les autres hôpitaux. Donc déjà, ce sont les ARS, n'oublions pas qu'ils donnent les dotations, les agences régionales de santé qui organisent cette pénurie. Donc il faut asphyxier tout ce qui est public pour la gériatrie. D'ailleurs, on ferme des hôpitaux de gériatrie. Là, on a fermé, ils vont fermer au mois de juillet l'hôpital de Joffre à Draveil qui était consacré à la gériatrie à l'assistance publique hôpitaux de Paris. Donc le but, c'est de fermer tous les lits de gériatrie publics en les asphyxiant. Mais parallèlement, il y a à peu près 50% d'EHPAD privés, mais dans les EHPAD privés, il y a un autre objectif qui est le même, qui est, puisque là, c'est en bourse, c'est coté en bourse, les maisons de retraite cotées en bourse, quand même, c'est hallucinant. C'est coté en bourse, il y a des dividendes, évidemment. Donc le problème est de tout le privé, c'est de donner le plus d'argent aux actionnaires possible. Donc pourtant, réduction des coûts aussi. Que les tarifs sont plus élevés quand même pour les établissements privés. La moyenne des tarifs, en gros, c'est 2 400 €. Ça peut aller beaucoup plus haut. Attention, à payer de reste à charge, hein, parce qu'il y a tout ce que la sécurité sociale paye, etc. Dans les privés, ça peut monter jusqu'à 5 000 €. Je rappelle au passage que 2 400 € de moyenne de reste à charge pour un pensionnaire, ça a comparé avec 1 400 € de l'aide-soignante qui se crève et qui n'en peut plus, hein, parce que c'est les comparé aussi avec la moyenne des pensions de retraite. Voilà, et avec la moyenne des pensions de retraite. Mais enfin, quand on pense que le personnel qui se dévoue auprès de ces gens-là est payé avec des clopinettes, et qu'on nous dit il n'y a pas d'argent, faut arrêter de se moquer du monde. Donc effectivement, même si les prix dans les maisons de retraite privées sont souvent supérieurs à 2 400 €, pouvant monter jusqu'à 5 000, les soins ne sont pas meilleurs parce que les restrictions sont les mêmes dans le but d'augmenter les bénéfices. C'est pour ça pour les actionnaires, c'est pour ça qu'on vous dit placez votre argent. Alors on va résumer, hein, pour les EHPAD privés, vous pouvez placer votre argent, vous ferez 4,5% d'intérêt, alors que si c'est votre livret A ou c'est 0,75%. Donc pour les EHPAD, vous pouvez placer votre argent, mais surtout n'y allez pas. Hein, non, mais c'est vraiment surtout ce qu'elles disent. Enfin, c'est surtout des femmes qui travaillent là-dedans. Elles disent surtout, faut pas vieillir pour pas aller là-dedans. Je refuserais toujours d'aller dans une EHPAD. Alors comment ? Peut-être on peut se suicider si vraiment on n'en peut plus. Hein. Quoi qu'on en dise, le suicide est quand même quelque chose qui existe depuis des milliards d'années, probablement. Enfin, des millions d'années, en tout cas. Et, non, mais je veux dire, on est capable de le faire tout seul. Peut-être qu'on va dire, il n'y a pas de loi sur l'euthanasie, il faut arrêter. Mais malheureusement, en tout cas, de toute façon, un vieillard qui est fatigué et qui a envie de se laisser mourir, il fait ce qu'on appelle un syndrome de glissement et il se laisse mourir rapidement. C'est-à-dire pour ça que la durée de vie dans ces EHPAD n'est pas très longue. Hein. La moyenne de durée de vie, quand même, c'est 36 mois. C'est 3 ans. 3 ans. C'est quand même pas beaucoup, hein, parce que c'est quand même pas des gens qui sont les vieillards maintenant. Quand vous avez un vieillard qui peut à peu près rester à la maison,
on a quand même beaucoup de gens qui, même si la moyenne d'entrée c'est 84 ans, je crois, mais bon, malgré tout, des femmes, il n'y a pas de raison qu'elles meurent à 87 ans. Il y a quand même, en moyenne, j'entends, bon, il y en a qui meurent, d'accord, mais donc non, il y a une durée de vie assez courte, mais probablement en particulier à cause du syndrome de glissement, parce que vivre dans ces conditions-là, dormir toute la journée, avoir plein de médicaments, puis redormir, comme disent certaines aides-soignantes, elles disent, les gens, ils viennent visiter, on leur dit, vous allez voir les activités, le personnel à la disposition, etc. Tout ça est très sympathique, mais en gros, quand ils visitent, ils voient surtout des résidents qui sont en train de dormir. Ouais, ils sont dans leur chambre en train de dormir parce qu'ils sont... Mais pourquoi ils dorment autant alors? Est-ce que c'est parce que c'est quand des personnes âgées, quand certes, vous n'avez mais plus rien à faire, qu'est-ce que vous avez à regarder? Non, mais est-ce qu'on les aide à dormir? Probable. Les doses de médicaments qui sont données en gériatrie sont importantes. Est-ce que ça a un peu diminué? Je n'en suis pas certaine. Je sais que les médecins sont très omnubilés par cette idée-là, mais il y a quand même effectivement aussi beaucoup de dépression, beaucoup de tristesse. Enfin, quand on vous met dans des conditions par là, vous n'êtes plus dans votre maison, vous voyez plus personne, parce que souvent elles sont quand même pas toutes près non plus de la famille quand elle veut bien venir, quand elle peut venir. Là aussi, le problème des EHPAD, c'est parce que les familles vont pas avoir faut arrêter quand même. Vont pas avoir leur personne âgée. Faut arrêter. Bon, des fois, elles n'y vont pas non plus parce que c'est tellement tragique que quand elles sortent en pleurant toutes les larmes de leur corps, on dit c'est pas possible de laisser ma grand-mère là. C'est pas très souvent, facile. c'est les familles qui les ont mis aussi. Parce qu'elles peuvent pas faire autrement. C'est quand même attention, c'est EHPAD, c'est hébergement pour personnes. Établissement hospitalisé, oui. Voilà, c'est parce que c'est des personnes très dépendantes. Voilà, c'est ça, c'est pour les lever, pour les laver, etc. Si vous avez une personne âgée comme ça à la maison, c'est pas très facile de s'en occuper. Et puis l'assistance à domicile, qui est aussi en perte de vitesse, parce que là aussi, perte de personnel. Pareil, les infirmières à domicile ou les aides-soignantes à domicile, le nombre de personnel disponible se réduit parce que la charge est tellement lourde que... Donc c'est vraiment un problème global de santé des hôpitaux qui sont sacrifiés. Parce qu'après tout, c'est pour soigner les gens, et peut-être c'est pas l'objectif principal de nos gouvernants, et qui a son paroxysme, son vraiment l'horreur la plus importante dans les EHPAD, parce qu'en plus les gens âgés osent pas se plaindre, et les familles osent pas se plaindre, ils ont peur des rétorsions, effectivement. Une fois que vous êtes parti, là, si votre fille s'est plainte qu'elle était dans ses urines, etc., c'est la vieille personne qui va se faire disputer. Mais alors justement, on a vu, notamment, je me souviens d'une affaire en Belgique où il y avait des personnes âgées qui étaient littéralement maltraitées. C'est-à-dire que c'était pas des traitements de négligence, on va dire, c'était véritablement des coups qui étaient portés aux personnes âgées. Est-ce que ça, c'est si isolé que ça, ou est-ce que les personnels sont poussés dans de tels états d'esprit psychologique, de tels états de dépression et de burn-out, puisque il faut dire le mot en anglais, au bout d'un moment, les gens n'en peuvent plus. Alors, à quels excès on peut arriver quand on n'en peut plus? J'espère que c'est pas très généralisé, mais de toute façon, il y a de la maltraitance en soi quand par le fait qu'il faut aller toujours plus vite. Quand elles vous expliquent qu'elles ont 7 minutes, donc, et c'est peut-être encore dans les bonnes circonstances, pour lever un patient, qu'elles disent évidemment perclus de douleur, comme tous les vieux. On est perclus de douleur, de toute façon, des rhumatismes, donc on lui tire etc. sur un bras, sur une jambe. Donc 17 minutes, on fait déjà de la maltraitance en soi. Et quand on ne le lève pas parce qu'on ne peut pas, parce qu'on n'est pas assez nombreux et qu'il reste dans son lit plusieurs jours de suite, on fait de la maltraitance. Quand on ne douche pas, on fait de la... Absolument. Et puis quand même, indépendamment des escarres, psychologiquement. Je crois que c'était dans le livre Merta à l'hôpital, autant que je me souvienne, qui était paru chez Michalon, où il y avait une aide-soignante, je pense, qui expliquait que de temps en temps, alors c'était dans un service de gériatrie, mais c'est la même chose, il déshabillait les vieillards qui étaient là, il les mettait en randonnion dans un couloir, et puis il les lavait au jet, parce que sinon ils n'arrivaient pas à les laver. C'est Guantanamo, quoi. Évidemment, c'est de la maltraitance, mais à côté de ça, c'est pas l'aide-soignante qui faisait ça, et qui, elle, essayait de trouver une solution pour quand même laver ces vieillards. Sinon, elle leur a pas raconté si ça avait été de la maltraitance volontaire. Et je crois que c'est ce que le plus difficile, le plus dur à tolérer pour le personnel, c'est cette maltraitance qui arrive de fait à leurs patients, alors qu'elles ont choisi ce métier-là, on ne choisit pas
d'emploi des aides-soignantes en EHPAD, si on n'aime pas ça, entre guillemets, c'est parce qu'on aime les personnes âgées, les anciens, c'est notre histoire, c'est des bibliothèques ambulantes. Donc ce qu'elles aimeraient, c'est vraiment être à côté, discuter, etc. Enfin, faire autre chose que de faire... C'est effectivement la maltraitance, mais encore une fois, bien involontaire et qui tue le personnel soignant, qui le tue psychologiquement, qui le tue physiquement, mais bon, ça, à la limite, elles vont s'arrêter, elles vont changer de métier, etc. Mais ce qu'elles auront vécu là-dedans pendant des années, ça les aura quand même tuées psychologiquement. Donc c'est dramatique que nos gouvernants ne veulent pas l'entendre, c'est parce que ce n'est pas leur problème. Le problème, je vous propose de partir justement du côté de l'Assemblée nationale, où plusieurs députés ont interrogé Agnès Buzyn, le ministre de la Santé et des Solidarités. On va écouter donc Damien Abad des Républicains et François Ruffin de la France Insoumise. Je viens vous demander ici, au nom des Républicains, de faire de la dignité de nos personnes âgées une grande cause nationale. La situation dans la plupart des EHPAD de France, et notamment dans mon département de l'Ain, est apocalyptique et indigne de la grandeur de la France. Des cadences infernales, des résidents déshumanisés, un personnel essoré, telle est la réalité que personne ne peut ignorer. Les 35 heures ont tué l'hôpital public et la grève d'aujourd'hui est avant tout le reflet d'un mal-être sans précédent du personnel de santé. Durant les vacances de Noël, la mère d'une amie âgée de 90 ans est tombée chez elle. Les pompiers l'ont conduite à l'hôpital d'Amiens au service gériatrie. Dès son arrivée, les soignantes l'ont prévenue. Nous ne sommes que 3 pour 30 patients, nous n'aurons pas le temps de nous occuper de vous. Cette promesse fut tenue. Durant son séjour, son plateau repas lui fut servi, mais sans aide, l'assiette demeurait intacte devant elle. Le bassin pour ses besoins fut longuement oublié sous ses fesses. Lorsqu'elle eut soif, on estima qu'elle avait assez bu comme ça. Souvent, cette vieille femme pleurait, mais elle n'était pas seule. Les soignantes, elles aussi, pleuraient. Au fil de la semaine, elles se confièrent à mon amie. Cet après-midi, nous avons eu une réunion de service. On a dit à notre chef qu'on n'en pouvait plus, qu'on faisait mal notre travail, que les patients étaient mal soignés. Ils nous répondent plan de retour à l'équilibre. On pleure, ils nous parlent budget. Mais que prévoit concrètement votre budget de la sécurité sociale? 0 création de postes, 1,6 milliard d'économies. Vous avez raison, il est très important pour notre société de réfléchir à l'avenir de nos personnes âgées dépendantes. J'ai aujourd'hui pris conscience en arrivant dans ce ministère de la difficulté de travailler dans un EHPAD et nous avons, dans le PLFSS 2018, pris la mesure des besoins en personnel en augmentant de 100 millions d'euros les budgets alloués à la charge en soins pour les personnels travaillant dans les EHPAD. Nous avons 2 priorités, la qualité de vie au travail des personnels travaillant dans ces établissements et évidemment la qualité de vie des résidents. Enfin, nous avons alloué une enveloppe particulière de 50 millions d'euros dédiée à accompagner les EHPAD en difficulté. Cette enveloppe sera à la main des ARS et permettra d'accompagner les EHPAD qui auront besoin de personnel supplémentaire. Nous avons également favorisé la télémédecine dans les EHPAD par des enveloppes allouées spécifiques. Nous avons ajouté 10 millions d'euros pour la création de postes d'infirmières de nuit. Alors on va revenir sur 2 points, Nicole, du ministre de la Santé Agnès Buzyn. Premièrement, cette fameuse enveloppe de 50 millions. Alors déjà, il y a la somme qui est peut-être un petit peu dérisoire comparativement au problème. Et le fait qu'elle soit distribuée aux ARS. Ah ben, de toute façon, les ARS, les agences régionales de santé, qui sont le bras armé du ministère, hein, sont nommés par, les directeurs généraux sont nommés par le ministère et après font ce qu'ils veulent. Ah ben, ils peuvent répartir, donner un cadre de santé de plus ou un cadre administratif de plus dans de quelques agences, dans quelques EHPAD, et qui vont dire attention, là, ils vont faire des audits, ça va dépenser l'argent, faire des audits pour voir. Vous avez acheté un peu trop de couches cette semaine-là. Ah, vous avez acheté trop de couches, absolument. J'ai vu qu'ils allaient faire un audit 1 an après, dans les grandes prévisions, c'est de faire 1 an après, j'en ris parce que c'est trop triste, un audit de satisfaction des résidents. Une enquête, oui. Une enquête, non mais arrêtez. Et puis le deuxième point absolument hallucinant, c'est la télémédecine.
Je veux dire, ces gens, déjà la télémédecine en général, c'est pas de la médecine, hein, c'est un complément. Moi, j'ai rien contre un complément, un radiologue qui est loin, etc., qui vous interprète une radio, très bien. Mais l'examen clinique, le contact clinique, le toucher clinique, je veux dire, la personne âgée, lui tenir la main pendant quelques minutes pour lui dire, bah oui, vous avez des vieilles douleurs de rhumatisme, mais c'est normal. Mais déjà, si on lui en parle, elle va s'inquiéter moins, et puis ça consiste à tenir la main en même temps et à l'examiner. Parce qu'elle a peut-être autre chose qui lui fait mal, il faut arrêter. Donc la télémédecine, puis en plus, on sait que les non-médecine. personnes âgées sont extrêmement familiarisées avec les outils informatiques, etc. C'est invraisemblable. On va leur montrer la personne à travers l'écran qui va s'occuper d'elle. C'est pas de la médecine, il faut arrêter. Mais par contre, ça va quand même bien donner des sous à toute la branche digitale qu'ils veulent absolument développer. Oui, enfin, c'est vraiment un détournement d'argent, alors qu'ils crèvent. C'est absolument ahurissant de vraiment prendre les gens comme ça. Pouvoir une seconde penser que la télémédecine peut faire quelque chose dans les EHPAD pour améliorer, ça va améliorer le problème de l'aide-soignante qui n'arrive pas à laver sa... une bonne idée, ça, il faut les laver par télélavage. Par télépathie, qu'est-ce que vous en pensez? Par télépathie, il faudrait essayer. Voilà, c'est pas mal. En tous les cas, on voit que la situation dans les EHPAD est catastrophique. Il y a une autre possibilité, entre guillemets, qu'ouvrait Pascal Chanvert, le président de la DEPA, l'association des directeurs au service des personnes âgées, qui a failli venir, mais qui devait avoir piscine. Il expliquait qu'au-delà des budgets pour les EHPAD, il fallait peut-être aussi développer les budgets pour développer l'autonomie en fait des personnes âgées, l'autonomie et peut-être aussi les aides à domicile dont on parlait tout à l'heure. Et à ce sujet-là, j'ai interrogé le docteur Jérôme Marty, qu'on a déjà écouté tout à l'heure. Il nous explique pour lui que c'est la société qui n'a pas su s'adapter au vieillissement de la population. On l'écoute. Il y a surtout un modèle sociétal qui a manqué complètement le virage du vieillissement de la population. Les gens vivent aujourd'hui dans des appartements là où avant les maisons étaient grandes et permettaient d'accueillir les personnes âgées et les aïeux dans la famille. Aujourd'hui, c'est plus possible, tant sur le plan structurel que sur le plan économique. Vous avez eu un déplacement aussi des populations qui étaient allées de la campagne vers les villes, donc avec des situations architecturales qui se sont restreintes, avec des gens qui ont des petits appartements, et puis surtout aussi une grande quantité, malheureusement, de nos concitoyens qui ont des moyens économiques qui ne leur permettent pas de faire face à la dépendance quand elle arrive. Il y a un fait sociétal qui est certain. Il y a à la fois, on le sait, un vieillissement de la population, qui est dû à l'amélioration des conditions de vie et à la médecine, qui fait qu'aujourd'hui on a une augmentation de l'espérance de vie. On sait aussi qu'on est maintenant dans les années du baby-boom qui est devenu le papy-boom en quelque sorte, et donc une médecine qui a fait des progrès et qui fait qu'on vit beaucoup plus longtemps dans de bonnes conditions et on entre à la dépendance en toute fin de vie. Et on se retrouve avec des établissements qui, il y a quelques années, avaient des patients âgés qui étaient en relativement bon état général, qui aujourd'hui ont un maximum de patients âgés très dépendants, alors même qu'il y a une crise au niveau des professionnels de santé avec souvent des manques de professionnels de santé et une fatigue qui se crée. Alors pour le docteur Marty, en fait, c'est tout simplement la société qui n'a pas su s'adapter aux personnes âgées de plus en plus nombreuses et qui ne veut pas vraiment s'y adapter. C'est un choix de société globale. C'est-à-dire qu'on est passé effectivement des Trente Glorieuses où quand même on essayait de s'occuper de tout le monde, etc. Et puis on en avait peut-être le moyen, et des services publics existaient, à un néolibéralisme qui consiste à casser tous les services publics. L'école, l'hôpital, la justice, la police, etc. Et plus c'est pas un problème dans les têtes. Je crois que c'est effectivement, on nous impose une société de l'argent. Les seuls bien vus sont ceux qui sont capables d'augmenter leurs actions et les bénéfices et leurs dividendes. Ceux qui travaillent sont vraiment des minables. Si vous n'avez pas vos dividendes élevés à 40 ans, c'est que vous êtes un raté. Donc je veux dire, c'est plutôt cette société individualiste qui promeut vraiment le fric facile. Qu'est-ce que vous souhaitez faire comme métier, être trader et gagner de l'argent, alors qu'autrefois c'était je vais être instituteur, je vais être pompier, mais là on n'a pas envie d'aller se faire démolir, je vais être policier, mais on va se faire taper dessus. Donc, et en plus méprisé, ou je vais être infirmière, je vais être soignante, je vais être méprisée. Mais maman, pourquoi tu arrives si tard? Il y avait des petits patients, il fallait que je m'en occupe. Mais pourquoi tu pars si tôt, maman? Parce qu'il n'y a pas de personnel, il faut que j'aille m'occuper. Voilà. Et ça, c'est plus, ça donne pas envie à l'enfant. Donc effectivement, c'est toute une société individualiste. C'est effectivement savoir si notre société veut être celle des banquiers, mais comme disent certains, on n'a pas voté pour les banques.
Mais en fait, on les a quand même au pouvoir. Donc, non, ça va. Je veux dire, c'est pas un problème de morale personnelle. C'est un problème de morale sociale, effectivement, et de choix de société, mais aussi par tous, quoi, parce qu'on veut aussi avoir les hôpitaux où on va être bien soigné, mais on laisse un généraliste payer 25 €, mais une consultation en télémédecine, ça va être beaucoup plus cher. Et voilà. Donc alors on va voir, Nicole, que sur les réseaux sociaux, justement, beaucoup de personnes se sont exprimées quant à la grève des personnels, et visiblement, ils sont soutenus. On va regarder. Soutien au personnel des EHPAD qui manifestent aujourd'hui pour dénoncer des conditions de travail inacceptables. Votre dévouement et votre courage sont indispensables pour garantir à nos anciens une vie digne. Les mots exprimés sont la conséquence d'une France qui a oublié ses soignants, en ville, à l'hôpital, en clinique, en EHPAD. Le soin, la santé ne peuvent être dirigés par la seule administration. 30 ans d'échecs, on continue? Jusqu'où? Jusqu'au drame? On y est. Comment prendre soin de nos aînés quand on est soi-même à bout de souffle? Témoignages édifiants des personnels d'EHPAD qui dénoncent le manque de moyens et d'effectifs. Génération soutient le mouvement de grève du 30 janvier des agents d'EHPAD. C'est un sujet d'importance qui dit beaucoup de nous, de notre société. Comment nous traitons nos anciens, nos aînés? Avant une grève inédite demain, EHPAD, on en parle tout à l'heure. Madame Buzyn déclare injecter 50 millions. Amnésique, elle a oublié qu'il y a 4 mois, elle a détourné 100 millions des caisses de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie qui finance l'accompagnement des personnes âgées. 50 millions d'euros pour les EHPAD, c'est 0,15 équivalent temps plein par établissement. Un salarié en plus, mais même pas 1 heure par jour. Il ne faut pas prendre les gens pour des imbéciles. Combien d'horreurs et d'indignités derrière ces murs au quotidien. L'enfer pour le personnel obligé de travailler dans des conditions lamentables. On reconnaît le degré d'une civilisation à la manière dont elle traite ces personnes âgées. C'est tout de même dingue. Tout est gratuit pour les taulards en prison, quel que soit leur revenu. Mais les EHPAD sont payants pour accueillir nos anciens. Mieux vaut aller en prison avec le grand âge, on serait logé en cellule seul ou en HP à Fresnes. Alors on voit qu'il y a un vrai soutien quand même. Les gens ne comprennent pas qu'on puisse laisser la situation aller au drame comme ça. Je pense que les gens n'ont pas compris qu'effectivement, à quel point notre société est bureaucratisée, en tout cas notre système de santé, que nous avons 26 ARS qui vont sûrement être réduites à 16, mais peu importe, et dont le prix de fonctionnement était quand même déjà en 2011 2,5 milliards d'euros par an de fonctionnement. Donc je veux dire, tout cet argent, actuellement l'agence régionale de santé d'Île-de-France, c'est 260 millions de fonctionnement. On supprime toute cette bureaucratie qui nous coûte les yeux de la tête et on les trouve facilement, les millions qui vont nous permettre d'employer, d'arriver à effectivement un salarié pour un pensionnaire. C'est une question de choix, c'est cette bureaucratie qui tue, qui a été imposée pour effectivement fermer le public et donner au privé toutes les possibilités de gagner des dividendes sans soigner pour autant les patients au mieux possible. Eh bien, c'est ça qu'il faut que les Français comprennent, sinon on ne va pas en sortir. Si on ne supprime pas les ARS, et même, j'en parle souvent avec Jérôme Marty, effectivement, et ce qu'il faut dire, c'est qu'on n'a pas besoin de cette bureaucratie. Avant, moi, je suis un vieux crouton, et avant les années... mais avant les années 95, nos hôpitaux fonctionnaient. On était au premier rang mondial, je l'ai dit je ne sais pas combien de fois ici, des systèmes de santé, en tout cas autour. On était classé comme ça, et maintenant on doit être au 15e ou 23e selon les critères. Et pourquoi? Et on dépense toujours autant de PIB, 13% pour le système de santé, mais simplement l'argent, au lieu à chaque fois qu'on crée un emploi dans un hôpital ou dans une EHPAD, c'est un administratif de plus. Et parce que ils se reproduisent entre eux, c'est quand même un phénomène bien connu, la bureaucratie qui veut étouffer et qui veut imposer sa façon de gérer, le new management, le New Deal, là, pour effectivement... Mais oui, mais c'est quand même ça, et ça a tué les universités. Si vous invitez des universités, pareil, vous allez voir comment ils décrivent bien la façon dont ça a tué les universités.
Les écoles, n'en parlons pas, tout le monde le sait. Voilà, donc il faut absolument lutter. Je crois que j'ai rencontré des grévistes l'autre jour. Je disais avec elle, ce qu'il faut, c'est de lutter contre l'ARS qui vous impose des quotas, qui vous impose des normes qui sont injustifiées, qui vous impose des tas de... Oui, puis le tout en étant déconnecté du terrain. En plus, complètement, ils sont complètement hors sol, quoi. Je veux dire, voilà. Alors, Nicole, pour terminer cette émission, on est allé voir les Parisiens. On leur a posé les questions justement sur comment ils percevaient les systèmes de santé pour les personnes âgées en France. Et vous allez voir qu'ils nous ont répondu, pour certains, de manière assez étonnante. En France, on a une très mauvaise façon de prendre en charge nos grands-parents et les personnes âgées qui font partie de nos entourages. On les abandonne, donc finalement, que ce soit dans des mouroirs en maison de retraite ou chez eux, où ils meurent tout seuls, sans visite, je sais pas. Je pense qu'on a un problème avec la prise en charge. Ce qui est bien, c'est qu'on cherche à les rendre autonomes, à ce qu'ils restent chez eux, par différents moyens, c'est-à-dire du personnel vient chez eux, les femmes de ménage, des gens apportent la cuisine toute faite, donc je pense que c'est une bonne solution. Est-ce que si jamais vous avez des parents ou si vous, plus tard, vous êtes confronté à une perte d'autonomie, vous verriez aller en maison de retraite ? Si on n'a pas de choix. Il y a des gens qui n'ont pas de choix. Et pour vous, c'est la meilleure solution ou pas ? Il n'y a pas d'autre solution à part euthanasie. Moi, dans ma culture, il y a toujours un cousin ou une cousine ou un voisin ou quelqu'un qui pourrait s'en occuper. J'ai souvent entendu dire que les maisons de retraite, c'était vraiment des mouroirs. C'est pas tous les jours facile, donc je sais que j'ai mon père actuellement que je dois m'occuper, qui commence un peu à être un peu plus dépendant. Et du coup, c'est une éventualité à laquelle je pense. On va avoir la génération de baby-boom qui va arriver et bon, même si on les soigne, même si ils sont dans meilleures conditions qu'il y a 20 ans ou 30 ans, un jour ou l'autre, on devient vieux et puis voilà, on va vers la mort. Trop de patients et trop peu de personnel, très mal payé pour un travail vraiment un sacerdoce, ça, de travailler là-dedans. En Suède, on donne 2%, ou au Danemark, je sais plus, 2% de notre PIB pour les maisons de retraite. Chez nous, c'est 0,2. Forcément, il y a un écart. Mais même pour les enfants, à la limite, vu les tarifs prohibitifs sur la région parisienne et sur Paris, les tarifs, c'est la folie. Ça a besoin d'être réformé. Un peu plus de personnel, les chambres un peu plus espacées, individualisées. Je pense qu'il vaut mieux s'en aller. Il vaut mieux faire en sorte qu'on puisse s'en aller et qu'on ne reste pas traîné. En gros, c'est plutôt mourir que vieillir. Oui, la vieillesse c'est un naufrage, je dis souvent. Mais bon, dans des sociétés plus civilisées, où l'humain avait une existence, ça se passait bien. Au contraire, c'était plus civilisé ou justement plutôt plus traditionnel en fait. Plus civilisé, parce que je considère qu'on n'est plus dans une société civilisée. Je veux dire, à partir du moment où la préoccupation de savoir comment on va tuer les gens ou les laisser se faire tuer est plus importante que de mettre plus de personnel dans les EHPAD. C'est un choix de vie, c'est un choix à partir du moment où on soigne de moins en moins, contrairement à ce que pensent les gens, la durée de vie est en train de rediminuer à nouveau. Donc je ne pense pas que toutes leurs prévisions à 2050, 2060 puissent les faire, puisqu'on soigne de moins en moins les gens. On utilise de plus en plus de médicaments chers, histoire de là aussi de faire marcher la bourse. Mais bon, toutes les bonnes méthodes bien efficaces, mais qui nécessitaient du personnel aussi pour surveiller dans les hôpitaux. Il fallait évidemment beaucoup d'infirmières, beaucoup de gens détendus, en état de tout surveiller pour faire des soins les plus performants possibles. Donc c'est une tragédie. Je pense qu'effectivement c'est un problème de civilisation. Si on a l'esprit un peu tordu, en tous les cas, on constate quand même que visiblement c'est un naufrage pour les maisons de retraite, les EHPAD, c'est de pire en pire. Et en même temps, on essaye toujours pas à pas d'avancer davantage vers une loi sur l'euthanasie, au moins le suicide assisté. Alors bon, on a peut-être l'esprit mal placé à TV Liberté, mais c'est vrai qu'il y a quand même... C'est extrêmement clair. De toute façon, Attali, qui avait fait le rapport Attali-Macron sous Sarkozy, donc a toujours dit, il ne se l'est pas appliqué à lui-même, mais qu'après 70 ans, il valait mieux se suicider. Bon, lui, apparemment, pour l'instant, il a 75 ans, il est toujours là. Mais effectivement, c'est... Puis il n'est pas dans un EHPAD, lui. C'est une politique, c'est une politique du pire d'une société non civilisée.
civilisé. Hein. Il y avait quand j'étais jeune, il y avait des séries comme ça, où à 30 ans, on vous jetait par-dessus parce qu'il n'y avait pas assez de place. Par-dessus bord, vous savez, des survivants après une bombe atomique, etc. Oui, c'est une société non civilisée. Quand je dis bien, c'est une société qui est de moins en moins civilisée. Enfin, il y a encore des humains, des humanistes. On voit bien nos aides-soignantes qui se battent pour les patients au jour le jour. Mais c'est pas à ceux-là qu'on donne raison, c'est pas à ceux-là qu'on donne la parole, c'est pas ceux-là qui sont représentés au gouvernement. Donc ça, c'est gravissime. Enfin, en tous les cas, il va peut-être falloir que les politiques se saisissent vraiment de ce sujet. Les projections, alors qu'il faut peut-être nuancer, effectivement, comme vous le disiez, mais disent qu'en 2060, un tiers de la population aurait plus de 60 ans. Vu l'âge de nos politiques actuellement, en tous les cas, ils pourraient au moins commencer à s'en soucier. Non, mais eux, ils se croient protégés. Ils ont tort, d'ailleurs. Hein, parce que quand il n'y a plus de bonne médecine dans un pays, il n'y a pas de bonne médecine, y compris pour les plus riches. Là, comme vous voyez bien, dans les EHPAD, ils ont beau payer 5 000 € par mois, ils sont quand même la pizza qu'ils ne peuvent pas couper le soir. Et qu'ils ne peuvent plus manger parce qu'ils sont édentés. Ils sont édentés aussi parce qu'on privilégie d'arracher les dents. Mais ça, c'est tout un autre discours que vous devriez voir avec les dentistes. Plutôt de faire des soins dentaires. Pour éviter d'arracher les dents. Donc effectivement, les vieillards actuels n'ont pas beaucoup de dents et perdent leurs dentiers, on leur refournit pas. Enfin, là encore, il y a toute une série d'horreurs que les dentistes expliquent très bien. Ça nous fera un sujet pour une prochaine émission. Absolument. Merci beaucoup Nicole Delépine en tout cas d'être revenue avec nous. D'essayer de soutenir nos anciens qui sont encore une fois de notre mémoire quand même. Hein. À chaque fête, il y en a un qui s'en va. On se dit, on n'a pas demandé ça. Enfin, que les jeunes essaient de faire parler leurs anciens, ils verront que c'est une richesse fantastique. Merci Nicole, merci à tous pour votre fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine émission. En attendant, n'oubliez pas de cliquer sur le petit pouce bleu et puis évidemment de partager cette émission. À bientôt.